tu as oublié la nourriture, Jacques. Encore une fois. La voix d'Amandine transperça la cuisine comme une lame. Pas forte, pas hurlante, juste assez acérée pour vous faire savoir que le sang allait couler. Je refermai la porte derrière moi, mes clés toujours à la main, mes chaussures humides de la pluie que j'avais traversées en courant après des réunions clients consécutives. Ma chemise me collait au dos, ma poitrine se serrait. La seule chose que je t'ai demandé de faire. La seule chose, ajouta-t-elle, les bras croisés, sa posture figée devant le micro-ondes comme si elle avait répété ce moment. J'entendais encore les essuie-glaces résonner dans ma tête. J'ai eu une réunion qui a traîné. Tu aurais pu, commençai-je. Non, n'ose pas, elle s'avança maintenant, les yeux flamboyants, une main déjà tranchant l'air entre nous. Ne fais pas semblant que c'est à cause de la réunion. Tu ne te souviens jamais des petites choses parce que tu t'en fiches. C'était toujours les petites choses, n'est-ce pas? Je laissai tomber mes clés sur le comptoir plus fort que je ne l'avais voulu. Tu étais à la maison toute la journée, lâchai-je. J'ai travaillé 12 heures d'affilée. J'ai présenté une campagne à un client qui pourrait sauver mon emploi. Et toi, quoi? Tu as fait défiler Pinterest jusqu'à ce que tu décides que j'étais le méchant encore une fois. Sa mâchoire tomba une seconde. Juste un éclair. Elle sembla réellement stupéfaite. Puis quelque chose changea. Sa voix tomba dans ce murmure glacial qui frappait toujours plus fort qu'un cri. Je n'ai pas cuisiné parce que tu as dit que tu t'occuperais du dîner. Tu as fait une promesse. Mais très bien, blâmons-moi. Blâmons la femme qui, au passage, a lavé tes chemises, pris ton rendez-vous chez le dentiste et géré le voyage culpabilisant de 45 minutes de ta mère pendant que tu jouais au super-héros au bureau. Je ris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu t'entends? Ce n'est pas une question de nourriture. C'est une question de contrôle. Tu ne veux pas un mari, Amandine. Tu veux une assistante qui s'excuse à chaque fois que tu piques une crise. Tu es incroyable. Non, dis-je, m'approchant, ma voix basse et amère. Je suis épuisé. Pendant un instant, la pièce retint son souffle. L'horloge du micro-ondes clignotait 19h08. Le seul son était le faible murmure du réfrigérateur et nos respirations superficielles. C'est laquelle le dit. Tu penses qu'être fatigué te donne le droit de me manquer de respect? Ce mot, manque de respect, tomba mal. Comme si lui demander de faire des concessions était soudain un acte de trahison. Tu ne veux pas de respect, dis-je. Tu veux de la soumission. Le silence qui suivit n'était pas paisible. Il était tendu, comme si toute la maison se préparait au prochain coup. Ce n'était pas la première fois que nous nous disputions, mais cela semblait différent, plus sale, comme si quelque chose de vieux avait finalement refait surface. Voilà le truc. Je ne suis pas parfait. J'oublie parfois les anniversaires. Je laisse des tasses de café sur le comptoir de la salle de bain. Je me perds dans le travail, mais je n'ai jamais une seule fois abandonné ce mariage. Jusqu'à ce soir, je n'en avais pas eu envie. Elle croisa de nouveau les bras, mais il y avait une hésitation maintenant. La fureur n'était plus aussi nette qu'avant. Elle me regarda comme si elle attendait encore que je dise la seule chose qui arrangerait tout. Mais je n'avais plus rien à lui donner. Je vais faire quelque chose, dis-je finalement, me tournant vers l'évier. Tu veux dîner? Je vais le faire. Et sur ce, je pris le tablier, car si je ne pouvais pas gagner l'argument, je gagnerais le silence. Le tablier ne me convenait pas. Il me serrait toujours trop à la poitrine. Amandine l'avait acheté pour plaisanter à Noël dernier. Il y avait écrit « Capitaine Barbecue » en lettres blanches décolorées. Je le nouais quand même. Je me déplaçais dans la cuisine comme un homme déterminé à construire la paix à partir d'œufs et de légumes. Pas d'éclat, pas de commentaires, juste du mouvement. Amandine était assise au comptoir de l'îlot, les bras toujours croisés, me regardant comme un faucon qui avait perdu l'intérêt de voler, mais pas celui de juger. Je cassai 3 œufs dans un bol, les fouettai jusqu'à ce qu'ils moussent, sortis des épinards du réfrigérateur, les coupai comme s'ils m'avaient insulté. Le grésillement de l'huile dans la poêle offrait une sorte de thérapie temporaire, un son plus fort que notre silence. « Dois-je m'incliner » demanda-t-elle soudainement, « sont-on acide ?»« Tu ressembles à un martyr là-dedans. » Je ne me retournai pas, tu as dit que tu avais faim. Tu veux dire que tu as oublié le dîner et maintenant tu joues les héros. Je ne dis rien. Je retournai juste l'omelette. Dehors,
La lumière du porche s'alluma. Détecteur de mouvement. Je levai les yeux. Une ombre se déplaça sur le verre dépoli de la porte d'entrée. Puis, 3 coups doux. Amandine haussa un sourcil, s'attendant à quelqu'un. Non. J'essuyai mes mains et sortis de la cuisine. L'air d'automne se précipita lorsque j'ouvris la porte, et elle était là, Garance. Garance d'en face. Fin trentaine, divorcée, toujours habillée comme si elle avait un meilleur endroit où aller. Ses cheveux couleur caramel étaient relevés en une tresse lâche. Son pull collait juste assez pour vous faire vous demander si c'était intentionnel. Dans ses mains, une tarte aux pommes enveloppée dans un torchon à carreaux rouges. Ça sent la longue journée là-dedans, dit-elle, ses yeux jetant un coup d'œil à la cuisine derrière moi. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de sucré. Je clignai des yeux. Une tarte, j'en fais quand je m'ennuie. Dangereuse habitude. Elle s'avança légèrement, son parfum, chaud, citronné, flottant. Il y a toujours quelque chose de chaud chez moi, ajouta-t-elle, sa voix baissant. Tu en as marre des œufs brûlés? Je la fixai, incertain si je devais rire ou fuir, mais je pris la tarte. Merci, Garance, dis-je doucement. Elle me fit un clin d'œil. À tout moment, puis se retourna, ses talons claquant sur le porche alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité. Lorsque je rentrai, la tarte à la main, Amandine attendait déjà. Son visage me dit qu'elle avait tout vu. Sérieusement, siffla-t-elle. C'est ce que nous sommes maintenant? Je posai délicatement la tarte sur le comptoir. Elle était gentille. Les yeux d'Amandine se rétrécirent. Elle est seule et elle s'ennuie. Et cette blouse? Oui, ce n'était pas une visite pour une tarte. J'enlevai le tablier, le pliai calmement et pris une fourchette, cassai un morceau de croûte et le goûtai. Encore chaude, feuilletée. Tu devrais essayer ça, dis-je, affrontant son regard avec une calme assurance. Certaines personnes savent comment faire preuve de gentillesse. La bouche d'Amandine resta ouverte un instant. Elle ne savait pas quoi dire. Tu te crois malin, dit-elle finalement. Non, juste affamé. Affamé de quoi? Jacques, voilà. Le défi. Pas à propos de la tarte. Pas à propos de Garance. C'était encore une question de contrôle. Qui allait gagner ce soir? Je ne lui donnais pas cette satisfaction. Tu as supposé le pire. Cela en dit plus sur toi que sur moi. Ses épaules se tendirent. Tu n'as pas à jouer au sein. Tu manges la tarte de l'ennemi dans ma cuisine. C'est une bonne tarte. Je savais exactement ce que je faisais. La rage d'Amandine s'enflamma, puis faiblit. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. La version qui ne suppliait pas et n'expliquait pas, « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé », murmura-t-elle. Non, dis-je. Je suis l'homme que tu as cessé d'écouter. Elle ne répondit pas. Et juste comme ça, l'équilibre des pouvoirs changea. Pas parce que j'avais crié. Pas parce que j'étais sorti en claquant la porte, mais parce que je ne l'avais pas fait. Je portai la tarte à la table à manger, m'assis et continuai à manger tranquillement. Intentionnellement. Amandine me regarda comme si je lui avais volé quelque chose. Et d'une certaine manière, j'avais volé son contrôle. La tarte était à moitié partie lorsque je me levai pour nettoyer. Amandine n'avait pas touché une seule bouchée. Juste assise à l'îlot comme une statue sculptée dans le ressentiment. Ses bras croisés si fort qu'il semblait qu'elle se retenait. Je pris l'assiette, raclai les miettes dans l'évier, laissai couler l'eau juste assez fort pour brouiller le poids de son silence. Tu penses vraiment que c'est drôle, dit-elle soudainement, sa voix comme de la glace sous du velours. Non, dis-je, essuyant le comptoir. Je pense que c'est triste. Elle se leva du tabouret comme une tempête prenant forme. Lente, délibérée. Tu aimes m'humilier? Je me tournai pour lui faire face. Personne ne t'a humilié, Amandine. Tu as fait ça toute seule. Sa mâchoire se serra. Tu as ramené la tarte de cette femme dans notre maison, dit-elle. Dans ma cuisine. Notre cuisine, corrigeai-je, puis je brandis la fourchette. Et techniquement, c'est elle qui l'a apportée. Je n'ai juste pas claqué la porte au nez. Amandine fit un pas de plus, baissant la voix comme si elle répétait pour un drame judiciaire. Alors maintenant tu la veux? C'est ça? J'exhalai, fatigué. Tu ne comprends pas, non,
Jacques, répliqua-t-elle, sa voix montant. Tu ne comprends rien. Tu réalises seulement comment tu agis ces derniers temps? Distant, froid, comme un étranger traversant cette maison comme si elle ne signifiait rien. Je haussai les épaules. Difficile de se sentir proche de quelqu'un qui te traite comme un livreur. Elle tressaillit. Celle-là avait fait mouche. Tu sais quoi, dit-elle en reculant. Tu veux jouer au dur maintenant? Très bien. Tu peux dormir sur le canapé ce soir. Voilà, la proclamation. Je la fixai un long moment, puis me dirigeai lentement vers le porte-manteau, pris ma veste et l'enfilai. Amandine cligna des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je me tournai vers elle calmement comme si je choisissais le temps dans lequel je voulais marcher. Je choisis le canapé de la voisine solitaire. Son visage se vida de ses couleurs. Attends, Jacques? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne transforme pas ça en quelque chose. J'ouvris la porte. L'air nocturne se précipita comme la liberté. Jacques, arrête. Sa voix se brisa. Cette panique, le genre qui ne monte que lorsque l'illusion du contrôle vous échappe des doigts, s'échappa d'elle. C'était réel, et il était trop tard. Elle tendit la main vers moi, mais je sortis avant que sa main ne puisse toucher ma manche. La porte se referma derrière moi avec une douceur définitive. Je n'allais pas chez Garance. Ce n'était pas le but. Je marchais simplement dans la rue calme, faiblement éclairée, devant les haies taillées et les lumières des porches d'une centaine de maisons identiques remplies de familles faisant semblant que tout allait bien. Le froid me fit du bien sur la peau, honnête. Je marchais jusqu'à ce que je ne me sente plus en colère, juste éveillé. Amandine avait militarisé la culpabilité pendant des années. Mais ce soir, je la lui rendis. Parce que quand quelqu'un trace la première ligne dans le sable, ne discute pas. Il suffit de la franchir et de continuer à marcher. Le lendemain matin, le ciel s'étirait large et pâle, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentis capable de respirer. Je me tenais au bord de notre pelouse, vêtu d'un jean usé et d'un vieux sweatshirt universitaire délavé, un pinceau dans une main et un gallon de teinture blanche équilibré sur la rampe du Porsche. Je ne réparais rien. Je ne construisais rien de noble. J'avais juste besoin de sentir le grain du bois sous mes doigts, de gratter, de brosser, de rendre quelque chose de silencieux à nouveau neuf. La clôture avant s'écaillait depuis des mois. Amandine n'arrêtait pas de dire que nous engagerions quelqu'un, mais j'avais cessé d'attendre qu'elle tienne ses promesses. Ce matin, j'ai choisi d'agir. Le frottement rythmique du pinceau calma quelque chose en moi. Ce n'était pas une rébellion ou une performance. C'était la paix, une paix rare. Gagner, pas donner. À mi-chemin du troisième panneau, je l'entendis. Waouh, dit Garance d'en face. Un homme avec un pinceau. Je ne pensais pas que ça existait encore. Je levai les yeux. Elle était là. Garance en robe d'été trop fine pour la température, tenant une tasse de café comme si ce n'était qu'un accessoire. Son sourire avait l'habitude d'atterrir comme un défi. Bonjour, dis-je, appliquant un autre coup de pinceau. J'ai décidé de me rendre utile. Elle s'appuya contre sa boîte aux lettres, me regardant. Je pense que tu es déjà utile, juste peut-être pas à la bonne personne. Je laissai échapper un rire sec, ne répondis pas, continuai juste à peindre. Garance ne bougea pas, tu sais, dit-elle en inclinant la tête. Certaines femmes ne méritent pas de bons hommes, mais ça ne les empêche pas de les garder comme des trophées qu'elles ont oublié comment polir. Je m'arrêtai. Attention, dis-je doucement. La flatterie pourrait t'emmener en territoire dangereux. Elle haussa les sourcils, imperturbable. Peut-être, mais ce n'est pas de la flatterie si c'est vrai. Je repris ma peinture, un léger sourire aux lèvres. Je ne levai pas les yeux quand elle ajouta, si jamais tu as besoin de café frais ou de compagnie, je suis à 2 maisons. Ses pas s'estompèrent derrière moi, mais vint alors le son auquel je ne m'attendais pas. Notre porte s'ouvrit en grand. Amandine déboulait sur le porche pieds nus, vêtue de la robe qu'elle ne portait que lorsqu'elle se sentait exposée et furieuse à la fois. Oh, maintenant tu es un homme à tout faire, cria-t-elle, les bras agités. Maintenant tu te soucies de cette foutue clôture. Je posai le pinceau avec soin. J'avais besoin de faire quelque chose qui ne me réponde pas, elle descendit les marches comme une femme se décomposant à chaque seconde. C'était elle? C'était Garance? Sa voix devint stridente. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne répondis pas.
Le visage d'Amandine se tordit. C'est ce que nous sommes maintenant? Tu flirtes en public pendant que je suis là-dedans à pleurer pour un homme qui ne peut même pas prendre la peine de s'excuser. Cela me prit au dépourvu. Pleurer. C'est toi qui as commencé la dispute, dis-je calmement. Tu m'as jeté dehors. Où as-tu oublié? Elle s'approcha, tremblante. Je ne pensais pas que tu partirais. Pas comme ça. Pas chez elle. Elle a offert une tarte. Tu as offert l'exil. Devine laquelle j'ai préférée. Amandine se frappa la main sur le front, se retournant de frustration. C'est insensé. Tout le monde t'a vu, aussi. Les voisins doivent déjà jacasser. Tu m'as humilié. Je laissai le silence planer. La laissai mijoter dans son reflet car rien de ce que je pouvais dire ne compterait tant qu'elle n'entendrait pas les échos de sa propre voix. Je plongeai délibérément le pinceau dans la peinture. On ne t'offre pas la paix quand tu crées la guerre, dis-je doucement. Amandine se figea. Ce n'était pas une réplique que j'avais prévue. C'est juste sorti, mais ça atterrit comme un verdict. Elle retourna à l'intérieur en trombe. Et pendant un instant, le calme revint. Mais la paix? Elle semblait encore à des kilomètres. La porte claqua si fort qu'elle fit trembler les fenêtres de devant. Je restai immobile, le pinceau figé en l'air, l'odeur de peinture se mêlant maintenant à quelque chose d'amer dans l'air. De la rage, de l'embarras, peut-être même une touche de chagrin. Je restai dehors jusqu'à ce que mes mains s'engourdissent. Laisser le froid me rappeler que je pouvais encore ressentir autre chose que du ressentiment. Quand je rentrai enfin, Amandine arpentait le salon comme un animal piégé. Ses yeux se posèrent sur moi au moment où la porte claqua. Tu m'as humilié dehors, siffla-t-elle comme si j'étais une sorte d'épouse dérangée pendant que ta petite admiratrice restait là à ricaner derrière sa tasse. Je suspendis lentement mon manteau. Garance n'a rien dit après que tu aies crié. Elle n'avait pas besoin de le faire. Amandine ricana, arpentant de nouveau, sa voix montant. Et quoi? Je suis censé être d'accord avec toi qui peint la clôture comme un héros torse nu pendant qu'elle regarde d'en face comme si c'était son propre feuilleton. Tu n'es pas fâché à cause de Garance, dis-je en entrant dans la pièce. Tu es fâché parce que pour une fois quelqu'un t'a vu perdre le contrôle et je ne me suis pas précipité pour arranger les choses. Elle me pointa du doigt comme si elle avait attendu de poignarder l'air. Tu te crois si juste maintenant? Parce que tu n'as pas crié. Parce que tu n'as pas claqué de porte. Tu joues la carte du calme tout en déchirant cette famille. Non, Amandine, dis-je en gardant ma voix égale. Je refuse de jouer à ton jeu, elle me regarda, les lèvres tremblantes. Tu penses que c'est un jeu pour moi? Dis-moi. Cela la brisa. Elle détourna le regard. Pendant une seconde, je crus que la conversation était peut-être terminée, mais Amandine n'en avait pas fini. Loin de là. Tu dors sur le canapé, dit-elle soudainement, d'une voix sèche et définitive. Je ne supporte pas de te regarder en ce moment. Je regardais le canapé, le même où je faisais la sieste pendant les matchs de foot du dimanche, où nous partagions du pop-corn pendant les rediffusions tardives. Maintenant, il semblait froid, étranger, comme un lieu destiné à la punition, pas au repos. Je hochai lentement la tête. D'accord. Elle sembla surprise de la facilité avec laquelle j'acceptais. Mais je n'avais pas fini. Je pris mes clés sur la table de l'entrée. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Je tournai la poignée, jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Alors je choisis le canapé de la voisine solitaire. Amandine se figea. Elle ne bougea pas. Ne cligna pas des yeux. Jacques, dit-elle, presque en chuchotant maintenant. Non. Mais j'ouvris la porte quand même. Fis un pas dehors. Non, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Sa voix changea de nouveau, soudainement désespérée. Je ne le pensais pas. Reste juste. On va parler. Je m'arrêtai sur le pas de la porte. Elle s'avança vers moi. Tu n'es pas sérieux. Tu ne vas pas vraiment dormir chez elle. Je tournai mon visage vers elle, la voix calme et creuse. Tu m'as mis dehors. J'ai juste choisi un atterrissage plus doux. Et sur ce, je refermai la porte derrière moi. Je n'allais pas chez Garance. Je marchai 4 pâtés de maison jusqu'à l'appartement de Denis. Un ami de l'université qui me devait plus de services qu'il ne pouvait en compter.
Quand il ouvrit la porte, à moitié endormi et toujours en caleçon, il ne posa même pas de questions, se contenta de hocher la tête vers le canapé d'ami et de me lancer une couverture. Alors que je restais allongé, fixant le plafond fissuré d'un appartement de célibataire rempli d'amplis de guitares et de livres poussiéreux, je ressentis quelque chose d'étrange, presque comme de la clarté. À la maison, Amandine ferait les 100 pas, peut-être pleurerait, peut-être ragerait. Mais pour une fois, je n'étais pas là pour absorber tout ça. Et dans le silence, je l'admis enfin à moi-même. Ce n'était plus une question de plat à emporter. C'était une question de quelque chose que j'avais perdu en chemin. Le droit à la paix dans ma propre maison. Et j'en avais fini de la mendier. L'appartement de Denis sentait les vieilles boîtes à pizza et un abonnement de gym oublié. Mais étrangement, il ressemblait à un sanctuaire. Pas d'accusation, pas de sarcasme, juste un mauvais éclairage, le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit occasionnel du chat de Denis faisant tomber quelque chose d'une étagère. Je passai la première nuit en silence, étalé sur son vieux canapé en velours côtelé avec rien d'autre qu'un sweatshirt comme oreiller. Mon téléphone sonna plus d'une fois. Je ne le vérifiais pas. Au matin, Denis était déjà devant la cuisinière, faisant des crêpes, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama en flanelle et d'un bonnet des Chicago Bulls. Il se retourna, spatule à la main, un sourcil levé. « Alors, tu vas me dire pourquoi tu es arrivé à 23 heures, l'air d'un homme à qui on vient d'annuler Noël ?» Je laissai échapper un rire sec. Ça ne vaut pas la peine d'expliquer. Denis versa du sirop comme si c'était une thérapie. Quoi que ce soit, ça vaut des crêpes. Nous ne parlâmes pas d'Amandine ce premier jour, ni de la dispute, ni du canapé. Au lieu de cela, nous regardâmes des rediffusions de jeux télévisés et nous nous disputâmes sur les réponses aux questions de culture générale comme si nous avions de nouveau 20 ans. Ça faisait du bien de rire, comme si mes côtes se souvenaient qu'elles pouvaient faire autre chose que se serrer. Mais la réalité a sa façon de s'insinuer. Et elle le fit. Le troisième jour, je vérifiai mon téléphone pour la première fois depuis mon départ. 6 appels manqués, 3 messages vocaux et un flot de SMS d'Amandine. « Salut, je me demandais juste si tu allais bien. J'ai préparé le dîner. Ton préféré. Tu n'as pas à parler. Rentre juste à la maison. Nous pouvons arranger ça, s'il te plaît. » Il y avait aussi des photos. Une cuisine propre. Un chameau au dîner. Un selfie d'elle souriant à travers la tristesse. Les légendes étaient simples. Juste nous encore. Nouvelle attitude. Je fixais ces photos plus longtemps que je n'aurais dû. L'Amandine dans ces cadres ressemblait à quelqu'un qui essayait, mais je savais mieux. On ne change pas en 2 jours. On s'adapte. On élabore des stratégies. Et elle était douée pour les deux. Denis se pencha par-dessus le dossier du canapé. Elle te contacte. Je hochai la tête, continuant à faire défiler. Il se gratta la barbe. Mec, si j'avais 1 euro pour chaque fois qu'une ex m'a envoyé une photo de dîner, je serais probablement encore fauché, mais tu vois ce que je veux dire. Je souris malgré moi. Elle dit qu'elle veut recommencer, murmurai-je. Denis s'assit à côté de moi. Sérieux maintenant. Tu la crois? Je m'arrêtai. C'était le problème. Je voulais la croire. Je voulais croire la version d'Amandine qui dansait pieds nus dans la cuisine, qui traçait ses doigts sur mon bras en lisant sur le canapé, qui me faisait rire aux larmes lors de notre dîner d'anniversaire dans ce restaurant de fruits de mer. Mais la croyance n'est pas seulement un souvenir, c'est une preuve, et tout ce que j'avais, c'était des images. Soigneusement choisies, parfaitement chronométrées. Le faux espoir a un goût doux au début, mais il laisse une piqûre. Je posai le téléphone et me laissai tomber sur le canapé. Elle essaie de vendre un fantasme, dis-je. Un ou rien de tout cela ne s'est passé. Denis me tapota l'épaule. Alors ne l'achète pas, mon vieux. Tu respires enfin. Ne retourne pas au feu juste parce qu'il ressemble à une bougie maintenant. Cette nuit-là, j'éteignis mon téléphone. Les mots d'Amandine seraient toujours là demain. Mais pour l'instant, j'avais besoin de quelque chose qu'elle ne m'avait pas donné depuis des mois. De l'espace. Une semaine passa avant que je ne revienne. Pas parce que je lui avais pardonné, pas parce que la maison me manquait, mais parce que je voulais voir, vraiment voir si la femme qui m'envoyait des SMS était la même qui essayait de me briser avec le silence et la culpabilité ou juste quelqu'un qui jouait à faire la paix. Quand je suis entré dans l'allée, tout semblait trop parfait.
La lumière du porche était allumée. Le chemin était balayé. Noé, celle qu'elle ne touchait jamais, avait été taillée. La porte d'entrée s'ouvrit avant même que je ne frappe. Amandine se tenait là, vêtue d'un pull bleu doux que je n'avais pas vu depuis des années. Son maquillage était minimal, ses yeux fatigués mais ouverts. Elle me fit un petit sourire prudent. Et, dis-je d'un ton monocorde. Elle s'écarta sans en dire plus. Je suis entré. La maison sentait le romarin et l'ail. Le dîner, de la vraie nourriture, pas des plats à emporter, pas des excuses en conserve. Tu n'étais pas obligé de cuisiner, dis-je doucement. Elle haussa les épaules. J'en avais envie. Je regardais autour de moi. Le salon était impeccable. Les coussins n'étaient pas éparpillés sur le sol. Même la table basse était nettoyée. Amandine avait déclaré la guerre au désordre comme si c'était sa dernière défense. Elle entra dans la cuisine, me faisant signe vers les assiettes. J'ai fait du poulet au citron. Ce truc que tu aimais de cet endroit à Aix-en-Provence. Je m'assis lentement, incertain si c'était un piège ou une trêve. Nous mangeâmes en silence pendant quelques minutes. Puis elle posa sa fourchette. J'avais tort, dit-elle, la voix douce mais ferme. Sur beaucoup de choses. J'attendis. Elle ne pleura pas. Ne supplia pas. Je t'ai pris pour acquis, continua-t-elle. Et j'ai fait de notre maison une zone de guerre. Tu ne méritais pas ça. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je la regardais, pas seulement son visage, mais la façon dont ses épaules se courbaient légèrement. La façon dont elle n'essayait pas de combler le silence avec du sucre ou de tourner la chose. Pour une fois, Amandine ne jouait pas la comédie. Elle était à nu et pour la première fois depuis des mois, je ne ressentis pas le besoin de me préparer à l'impact. Je me penchai en arrière dans la chaise, exhalant lentement. Qu'est-ce qui a changé? Son sourire était triste. Tu as franchi la porte et tu n'as pas regardé en arrière. Elle chercha dans la poche de son pull et en sortit quelque chose de petit. Ma vieille montre. Je l'ai trouvée sous le lit. Tu la portais tous les jours. Elle la fit glisser sur la table. J'ai pensé que tu pourrais vouloir la récupérer. Je la ramassai, caressai le bracelet en cuir usé. Amandine me regarda avec un mélange d'espoir et de peur, comme si je pouvais dire quelque chose qui construirait un pont ou le brûlerait pour de bon. Je ne promets rien, dis-je prudemment. Mais je suis là, et c'était la chose la plus honnête que je pouvais lui donner. Le reste du dîner se passa tranquillement, quelques blagues légères, un ou deux souvenirs partagés. Rien de profond, rien de réparé. Mais en entrant dans le salon plus tard, cela me frappa. C'était le calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas faux. Les jours suivants s'écoulèrent comme de l'eau tiède, calme, doux, presque trop serein. Amandine se réveillait avant moi la plupart des matins. Je trouvais la cuisine remplie de jazz doux, le café déjà préparé, et elle fredonnait en pliant le linge comme si cela ne lui rappelait pas nos disputes passées. C'était étrange d'une certaine manière, comme regarder quelqu'un jouer le rôle d'une épouse dans un film feel-good, juste un peu trop parfaitement. Mais la chose qui m'a le plus dérangé, ce n'était pas faux. Elle avait cessé de se préparer à mes réactions. Pas de sarcasme, pas de voyage de culpabilité, juste se montrer, cuisiner, rire de mes blagues sèches de nouveau, écouter, et je me suis retrouvé à m'adoucir lentement. Un matin, je l'ai surprise en train de regarder une vieille photo de nous. Notre 3e anniversaire à la plage, tous les deux brûlés par le soleil, un peu ivres, se tenant la main comme si le monde ne pouvait pas nous toucher. Elle n'a pas dit un mot, a juste replacé le cadre sur l'étagère et a souri sans explication. Ce soir-là, j'ai pris son assiette et j'ai fait la vaisselle sans qu'on me le demande. Elle m'a regardé depuis le couloir, et je pouvais sentir le poids de ce qu'elle ne disait pas. Ça marchait. Nous n'étions pas miraculeusement guéris, mais nous ne nous faisions plus de mal non plus. Et dans un mariage qui avait ressemblé à un champ de bataille pendant des mois, la paix semblait révolutionnaire. Alors, un jeudi, alors que je me tenais sur la terrasse arrière, regardant une brise de fin d'été agiter les arbres, j'ai pris une décision. J'organiserai un dîner. Rien de grandiose, juste une petite réunion d'amis proches. Un symbole que peut-être, juste peut-être, nous recommencions. Amandine coupait des poivrons quand j'en ai parlé. Je pensais, dis-je,
peut-être que nous devrions inviter des gens. Samedi soir, juste décontracté. Elle cligna des yeux. Tu veux inviter des gens ici? J'ai hoché la tête. Oui, ce serait peut-être sympa, comme un nouveau chapitre. Elle s'essuya les mains et s'appuya contre le comptoir. D'accord, dit-elle. Oui, faisons-le. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclair d'espoir ou peut-être de soulagement, comme si elle avait retenu son souffle toute la semaine et était enfin autorisée à expirer. Nous avons passé le vendredi soir à nettoyer, vraiment nettoyer. J'ai passé l'aspirateur sous les canapés. Amandine a réorganisé le garde-manger comme si c'était un rituel spirituel. À la fin de la nuit, nous étions tous les deux épuisés, assis sur le sol de la cuisine, mangeant les restes de sauté dans un seul bol et riant de la façon dont notre chien Théo aboyait contre le mixeur comme s'il lui devait de l'argent. C'était redevenu facile. Et le samedi, la maison rayonnait. Les bougies vacillaient doucement. Les verres à vin alignaient le comptoir. Amandine portait cette robe bleu marine qu'elle n'avait pas touchée depuis Noël avant l'année dernière. Elle avait l'air bien, familière, mais aussi nouvelle. Les invités ont commencé à arriver juste après 18 heures. Nos amis du quartier, un couple de mon bureau, l'ancienne colocataire d'Amandine. Le rire remplissait les pièces. L'odeur du poulet rôti et du pain au romarin flottait dans tous les couloirs. Quelqu'un a mis une playlist de jazz. C'était presque surréaliste de voir à quel point tout semblait normal. Je me tenais dans la salle à manger, un verre de vin à la main, regardant Amandine glisser entre les conversations comme si elle était à nouveau à sa place. Et pendant un instant, je me suis laissé croire que nous avions réussi, que le pire était passé, que les gens pouvaient changer, que peut-être l'amour, aussi fissuré soit-il, pouvait être réparé. Mais quelque part au fond de mon esprit, un petit murmure inquiet s'est agité, et je l'ai ignoré parce que je voulais croire. La fête était tout ce qu'elle aurait dû être. La salle à manger bourdonnait de verres qui s'entrechoquaient et d'histoires décontractées, de vieilles blagues intérieures flottant au-dessus de la douce playlist qu'Amandine avait elle-même préparée. Elle avait l'air calme, confiante, comme la version d'elle qui m'avait manqué, celle qui riait de tout son visage et me touchait l'épaule pendant les conversations comme pour dire « tout va bien ». Nous sommes de nouveau entiers. J'ai baissé ma garde. Peut-être était-ce le vin ou la façon dont la nuit rayonnait de cette promesse tranquille de renouveau. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé, peut-être allons-nous vraiment nous en sortir. Puis c'est arrivé. Cela a commencé comme une blague. Théo, un ami de mon bureau, a levé son verre au milieu d'un rire et a dit « Eh, au moins Jacques a goûté à la tarte de Garance, n'est-ce pas ?» La pièce a bégayé, quelques rires forcés. Amandine a souri fermement, mais ses yeux se sont tournés vers moi une seconde de trop. Puis Mélissa, l'amie d'université d'Amandine, qui buvait toujours plus que de raison, a lâché le genre de phrase qui atterrit comme une grenade lancée dans un dîner du dimanche. Eh bien, Amandine a goûté à son propre voisin, Damien, alors je suppose que c'est quitte maintenant. Le temps s'est arrêté. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le jazz s'est estompé en arrière-plan comme s'il retenait lui aussi son souffle. Je me suis tourné vers Amandine. Elle était devenue pâle. Le genre de pâleur qui vous quitte le visage quand vous réalisez que vous avez fait un pas dans le vide et qu'il n'y a rien en dessous. J'ai posé mon verre avec précaution. Comme si chaque mouvement comptait maintenant. J'étais chez Denis, dis-je d'une voix calme. Trop calme. Toute la semaine. Ses lèvres se sont entr'ouvertes mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle pouvait trouver un bouton de réinitialisation quelque part sur le mur. Comme si c'était une mauvaise scène d'improvisation qu'elle pouvait encore réécrire. Mais ce n'était pas une scène. C'était le moment où tout s'est effondré. Mélissa avait l'air confuse. « Attends, tu as dit » a-t-elle commencé, mais Amandine l'a interrompue. « Pourrions-nous ne pas faire ça ici ?» Sa voix était tendue, tremblante. Théo a toussé, marmonnant quelque chose à propos de vouloir plus de vin. Un par un, les gens ont commencé à ramasser leurs manteaux, murmurant « merci », évitant tout contact visuel. Je suis resté immobile. Amandine a tendu la main vers moi alors que le dernier invité s'échappait par la porte. « Jacques, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Non, dis-je en reculant. » Sa main est tombée le long de son corps. Cela ne signifiait rien. J'ai laissé échapper un rire haletant. « C'est ce que tu te dis. » Les larmes montèrent à ses yeux.
Je pensais que tu étais avec Garance. Tout le monde pensait qu'elle n'arrêtait pas de venir. Tu n'es pas rentré à la maison. Je l'ai interrompu. Alors c'est ta défense. Tu as cru que je te trompais, alors tu as rendu ça réel de ton côté. C'était une seule fois, murmura-t-elle. Était-ce la nuit où je n'ai pas répondu à tes messages? La nuit où tu m'as envoyé des photos de ce stupide chameau au dîner comme si tu étais désolé. Je secouais lentement la tête et pendant ce temps, Damien s'échappait par la porte de derrière. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Je regardais le désastre, les taches de vin sur la nappe, le poulet rôti à moitié mangé, les assiettes vides et les chaises vides. C'était symbolique. Amandine sanglotait doucement maintenant, ses mots étouffés. Je ne voulais pas te perdre, murmura-t-elle. J'ai juste. Je ne voulais pas être celle qui était laissée pour compte. Je me suis accroupi à côté d'elle, non par pitié, mais parce que je voulais qu'elle entende ça à ma hauteur. Tu n'avais pas peur de me perdre, Amandine, dis-je doucement. Tu avais peur de perdre le contrôle. Elle n'a pas contesté parce que nous savions tous les deux que c'était vrai. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au placard du couloir et j'ai sorti mon sac de voyage, celui que j'avais préparé après cette première grosse dispute. Celui que je n'avais jamais complètement déballé. Amandine m'a regardé en silence. Je n'ai pas crié, n'ai pas claqué de porte. J'ai juste pris le sac et j'ai ouvert la porte d'entrée. Où vas-tu? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je me suis retourné une dernière fois, quelque part d'honnête. Et puis je suis sorti dans la nuit. Quand je suis rentré le lendemain matin, la maison était vide, non pas de meubles ou de personnes, mais d'énergie. C'était comme entrer dans le fantôme d'une vie. Des assiettes étaient toujours sur la table, incrustées des restes du dîner, des verres à vin à moitié pleins, des bougies éteintes depuis longtemps. L'odeur de romarin et de fumée planait dans l'air comme quelque chose de mort et de non dit. Amandine était partie. Pas de mots, pas d'explication, juste une maison froide qui attendait d'être rangée. Je ne l'ai pas appelée. Je ne me suis pas demandé où elle était allée. J'ai juste retroussé mes manches et j'ai commencé à nettoyer parce que parfois, c'est tout ce que l'on peut faire. On nettoie les surfaces. On nettoie les souvenirs. Le poulet est allé à la poubelle. Le vin a été versé dans l'évier. J'ai débarrassé la table, plié les serviettes, empilé les assiettes. Chaque tintement de céramique était son propre petit adieu. J'ai balayé les sols, retiré les guirlandes lumineuses qu'Amandine avait accrochées avec tant d'optimisme. J'ai jeté les bougies dégoulinantes de cire à la poubelle. Le silence s'est fait sentir, épais, triste, mais je n'ai pas pleuré. Cette partie de moi se sentait terminée. J'avais déjà fait le deuil de la relation bien avant que Mélissa ne révèle la vérité. Bien avant qu'Amandine ne tende la main vers moi les yeux pleins de regret. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était une confirmation. Au coucher du soleil, la maison semblait intacte, comme si la fête n'avait jamais eu lieu, comme si Amandine n'avait jamais brisé la seule règle sur laquelle nous étions tous les deux tacitement d'accord. Ne pas se détruire mutuellement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le coup. Doux, familier. J'ai ouvert la porte. Garance se tenait là, en jean et sweatshirt gris. Ses cheveux tirés en arrière comme si elle n'avait pas prévu d'aller quelque part de spécial. Elle n'avait pas apporté de tarte. Elle n'a pas souri. Elle a juste brandi un sac de plats à emporter. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de dîner, dit-elle. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Calme. Pas de spectacle, juste une présence. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous nous sommes juste assis au comptoir, mangeant des nouilles dans des cartons, regardant la cuisine retrouver sa forme. De temps en temps, elle faisait un commentaire désinvolte sur le désordre. Cette tache de vin ressemble à la Floride. Et je riais, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'en avais besoin. Et elle le savait. C'est ça, la vraie gentillesse. Elle ne demande pas d'attention. Elle se montre juste quand tout le reste s'en va. Elle m'a aidé à finir d'essuyer la cuisinière. Pas de discours, pas de questions, juste une main tendant vers l'éponge à côté de la mienne comme si nous avions fait ça 100 fois. Au moment où elle est partie, la maison était propre. Pas guérie, mais propre. Et pour l'instant, c'était suffisant. 3 semaines après que le divorce ait été prononcé, j'ai traversé la ville sous un ciel pâle et indifférent. Le genre de gris-bleu qui ne promet pas grand-chose.
Qui vous laisse juste exister dessous. Pas de musique dans la voiture, juste le bourdonnement bas du moteur et le rythme régulier de mes pensées. Amandine n'avait rien contesté. Pas de longue bataille judiciaire. Pas de plaidoyer dramatique. Juste des signatures et le silence. La fin la plus propre que deux personnes puissent gérer après avoir laissé tant de dégâts derrière elles. Mais quelque chose restait inachevé. Alors je me suis garé dans un cul-de-sac à l'orée d'un nouveau lotissement. Du gazon frais, des boîtes aux lettres brillantes, le genre d'endroit qui a l'air de trop vouloir être paisible. Je me suis garé et je suis sorti lentement, ajustant mon manteau contre la morsure du vent. J'ai remonté la courte allée, frappé 2 fois. Damien a ouvert la porte en short de sport et avec un sourire narquois. Arrogant, détendu, comme s'il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était fourré des semaines auparavant. Ou peut-être qu'il savait et s'en fichait. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le coup de poing parler. Net, rapide, calculé. Il a atterri juste sous son pommette et l'a fait tomber à un genou. Non pas parce que je voulais le blesser, mais parce que j'avais besoin qu'il se souvienne de la sensation de quelqu'un qui trace une ligne. Il a gémi, une main sur son visage, les yeux clignotant dans une confusion stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fous, mec ?» Je me suis approché, calme comme tout. « Ne couche pas avec la femme des autres. » Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Pas d'excuses, pas de rage, juste ce même choc terne que des gens comme lui montrent toujours lorsque les conséquences arrivent enfin. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. La porte derrière moi est restée ouverte, son silence traînant comme une ombre. En m'éloignant, le quartier s'est estompé derrière moi. Chaque tour de volant mettait plus de distance entre moi et la partie de ma vie qui avait laissé Damien devenir pertinent. Il n'y avait aucune satisfaction dans ce que j'avais fait. Pas de conclusion cinématographique, juste une nécessité. Certaines personnes ont besoin d'une fin nette. D'autres ont besoin d'un rappel ferme des lignes à ne plus franchir. Et moi, j'avais juste besoin de savoir que je ne porterais plus son visage dans ma tête à chaque fois que je penserais à ce qui avait mal tourné. Rentré chez moi, j'ai garé la voiture et je me suis assis un moment, regardant le soleil descendre sous les toits dans un lent fondu doré. Il n'y avait pas de musique, pas d'Amandine, plus de questions, juste moi et le silence. Et pour la première fois depuis des mois, une vie qui me semblait enfin mienne.